Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct sur Bismart TV et le lundi en supplément pendant une demi-heure à partir de 13h30, là aussi en direct, mais toutes ces émissions sont à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition du lundi, des marchés qui sont dans une attente plutôt positive avec un déluge d'événements prévus dans les prochains jours. Des marchés actions notamment qui tiennent les records atteints ces derniers jours ou ces dernières heures, puisqu'on a vu le Nikkei ce matin franchir pour la première fois de son histoire le seuil des 40 000 points, des niveaux records atteints également en Europe et aux États-Unis ces dernières séances, au démarrage d'une semaine donc qui sera marquée par la réunion de la Banque Centrale Européenne ce jeudi avec les nouvelles projections économiques du staff de la BCE et un discours qui devrait avoir changé par rapport au précédent meeting. On attend de la part de Christine Lagarde qu'elle affiche ou qu'elle affirme que la discussion sur la baisse des taux a bien commencé au sein du Conseil des gouverneurs. Côté américain, la semaine sera marquée par différentes données d'emploi avant le rapport mensuel sur l'emploi pour février qui sera publié ce vendredi et le témoignage semi-annuel de Jérôme Powell qui se déroulera mercredi et jeudi devant différentes commissions bancaires et financières du Congrès américain, le Sénat et la Chambre des représentants. Dans ce contexte, nous évoquerons l'homme qui monte au sein de la Fed, le gouverneur Chris Waller, qui depuis 2 ans a plutôt vu juste quand beaucoup d'autres se sont trompés sur l'idée d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Chris Waller est donc l'homme qui a pris du galon au sein du board de la Réserve fédérale américaine ces 2 dernières années. Nous en parlerons avec Pierre-Yves Dugas. Et puis, autre gros sujet qui animera les marchés globaux, la tenue à partir d'aujourd'hui du Congrès national du peuple en Chine, la réunion annuelle du Parlement avec un congrès plus que jamais verrouillé puisqu'on a appris aujourd'hui que le Premier ministre chinois, qui avait l'habitude à la fin de ce congrès de tenir une grande conférence de presse, notamment sur les objectifs économiques de l'année pour le pays, le Premier ministre chinois, Li Qiang aujourd'hui en l'occurrence, ne s'exprimera pas à l'occasion de ces meetings, en tout cas devant la presse. Ce rendez-vous a été annulé et pas uniquement pour cette année, mais pour les prochaines années et pour l'ensemble du mandat du Premier ministre Li Qiang. Un signe de plus que le pouvoir est plus que jamais verrouillé au sommet en Chine, désormais un pays de plus en plus opaque pour les investisseurs globaux. Les enjeux de la semaine sur les marchés, nous en parlons le lundi à 13h30 en direct et c'est John Plassard qui est avec nous en visioconférence pour entamer ce rendez-vous, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous. Assez intéressant de constater que les marchés actions, les marchés d'actifs risqués débutent ce mois de mars sur des niveaux records quand on regarde les grands indices des marchés développés notamment. Et si on prend un peu de recul sur ces 2 premiers mois de l'année, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les investisseurs n'ont eu de cesse d'effacer un certain nombre de baisses de taux qui étaient anticipées pour 2024 et que malgré cela, la course des actifs risqués et des indices actions n'a jamais été entravée. Oui, exactement, Grégoire, bonjour. C'était la question, en fait, je crois que c'était la question principale depuis ce début de l'année, puisqu'on avait eu un soubresaut avec une consolidation des marchés en octobre de l'année passée, qui était due à un rééchelonnement, je dirais, du consensus sur les prévisions de la Réserve fédérale américaine, notamment. Et on a vu dernièrement, la semaine passée, c'était assez important pour noter, que le consensus maintenant pariait comme la Fed pour 3 baisses de taux cette année. Évidemment, ça va encore évoluer, hein, on le sait, mais ils sont en phase. Et on se disait que lorsqu'ils seraient en phase, eh bien, on aurait une consolidation de marché. Eh bien, pas du tout. Vous l'avez dit, Grégoire, on a eu des nouveaux records historiques sur le S&P 500, sur le Nasdaq 100 notamment. Et en fait, on se dit que malgré des rendements élevés, eh bien, les marchés peuvent quand même
continuer à progresser, ce qui laisse pas mal d'espoir pour la suite de l'année. Et la question, c'est bien évidemment de savoir pourquoi. Pour moi, il y a 3 raisons spécifiques. La première, c'est les bons résultats des entreprises. Sur le dernier trimestre de l'année dernière, on a vu qu'on était au-dessus du consensus. On a vu aussi que l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle, excusez-moi Grégoire, il fallait bien que je le sorte, a continué d'être très important, notamment après la publication des résultats de Nvidia. Et puis d'un autre côté, on a une croissance économique aux États-Unis qui est extrêmement robuste. On l'a vu que pour le dernier trimestre, même avec une légère révision à la baisse, on est quand même à 3,2% sur le 4e trimestre. Donc on voit que les consommateurs américains continue de consommer. On voit qu'on a une croissance supérieure à ce qu'on avait historiquement lorsqu'on arrivait dans des périodes où potentiellement on pourrait avoir une récession. On l'a tous effacé. Vous vous souvenez, tout le monde parlait du soft landing. Et bien maintenant, presque tout le monde parle du no landing. On en avait parlé d'ailleurs ensemble, Grégoire. Et on est dans une situation où même la situation de l'emploi aux États-Unis tient toujours. Donc ça vient alimenter évidemment cette croissance folle américaine. Oui, et donc ça veut dire que les marchés repoussent l'idée des baisses de taux, mais pour de bonnes raisons. C'est bien parce qu'il y a de la croissance qui alimente les résultats des entreprises que le marché les marchés actions peuvent continuer leur course en avant. Oui, exactement. Et puis en fait, ce qu'on se dit avec ces données qui sont bonnes, on se dit aussi que le redressement des conditions de prêt et la contraction de l'activité manufacturière semble être derrière nous en fait. C'est-à-dire que le point bas qu'on aurait eu, en fait, c'est ce que se dit le consensus, commence à se dire le consensus, le point bas qu'on aurait eu au niveau économique, est derrière nous. Et donc la lumière est au bout du tunnel, et lorsque la lumière est au bout du tunnel, on peut commencer à reconstituer ces portefeuilles. Et ce qui est très intéressant de regarder, alors il faut voir si ça va se confirmer, ça c'est une autre chose, mais ce qui est intéressant de voir, c'est sur ces dernières semaines, on a même les small and mid caps américaines qui ont progressé. Normalement, ces valeurs, lorsqu'elles progressent, c'est lorsque vous arrivez dans une situation où le marché repart. Et historiquement, c'est ces valeurs qui ont qui bénéficient le plus de l'attrait des investisseurs. C'est vraiment effectivement le point clé. C'est si le marché voit vraiment un no landing à l'horizon pour l'économie américaine, il faudra en toute cohérence qu'il y ait quand même une forme de rotation sectorielle qui se mette en place au sein des marchés actions, et notamment pour les parties les plus cycliques. Vous avez cité l'exemple des small caps. Côté zone euro, l'enjeu de la semaine évidemment va tourner autour de la réunion de la Banque Centrale Européenne. John, réunion importante puisqu'on aura comme tous les 3 mois les nouvelles projections économiques du staff de la Banque Centrale Européenne, nouvelles projections en matière de croissance et d'inflation, et un discours qui devrait quand même s'ajuster par rapport aux réunions précédentes côté BCE, John. Oui, tout à fait. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que le discours qu'on va avoir, alors bien évidemment, Christine Lagarde ne va pas dire qu'ils vont baisser les taux lors de la prochaine réunion, mais comme vous l'aviez dit en préambule, elle va très certainement ouvrir légèrement la porte à une discussion et potentiellement une baisse de taux lors des prochaines réunions. Ce qui va être très intéressant de noter, surtout, ça va être les baisses d'estimation dans les nouvelles projections économiques de l'inflation. On pense que les nouvelles projections économique devrait être de 0,3 à 0,4% en dessous de ce qui était les dernières, qui étaient de 2,7% pour l'inflation cette année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très concrètement que l'inflation cette année, dans les projections qui vont être données, devrait être d'environ 2,3%. Donc on s'aligne sur ce fameux mandat des 2%. Donc, effectivement, selon ce qu'elle va nous dire, on peut penser qu'une grosse partie du travail de la Banque Centrale Européenne a été fait. Et donc, qu'on peut, à un moment ou à un autre, baisser ces taux. Et puis, il y a une autre chose, c'est que concernant la croissance, puisque c'est l'autre variable qui va être rabotée, là, on pourrait voir aussi une petite baisse des estimations de croissance, où on pourrait être à 2% contre 2,1% cette année. Mais ça va être très important parce que si
Christine Lagarde n'ouvre pas cette fameuse porte, eh bien, on va directement aller vers juin, voire plus tôt dans l'année. On sait qu'en été, bien évidemment, il ne se passe absolument rien. Donc, si vous repoussez à juin, potentiellement, vous pouvez repousser les anticipations de baisse de taux à septembre. Et ça, c'est totalement différent de ce que pense le consensus aujourd'hui, parce que une certaine partie du consensus, dont nous pensons que la Banque centrale européenne va baisser ses taux avant la Réserve fédérale américaine. Alors, il faut absolument que ce jeudi, Christine Lagarde dise quelque chose d'un peu plus concret que la dernière fois, qui se traduira, comme je l'ai dit, évidemment par la baisse des estimations économiques, mais aussi par une ouverture dans la discussion qui fait part, normalement, qui est au sein des membres du comité de la BCE. Bon, Christine Lagarde sera peut-être interrogée par les journalistes sur alors, ce lien pratique qui peut exister entre les décisions de la Fed et de la Banque centrale européenne, mais qui ne fait absolument pas partie du mandat de la BCE, à savoir la BCE prend des décisions indépendantes sur le plan politique et y compris vis-à-vis des autres banques centrales. On verra comment le sujet émerge ce jeudi à l'occasion de la conférence de presse de Christine Lagarde à la suite de la communication de la Banque centrale européenne. Et puis le sujet chinois nous accompagne également cette semaine. John, alors il faut déjà noter quand même que depuis quelques semaines, les marchés actions chinois ont plutôt eu tendance à rebondir avec cet événement très politique en ligne de mire désormais, le congrès annuel du Parlement. Et est-ce qu'il faut en attendre et là aussi, en termes de communication, on comprend quand même que la communication de la Chine vis-à-vis du reste du monde est de plus en plus opaque, John. Oui, c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer en Chine. On n'en parle pas assez, mais on voit que le président Xi est vraiment en train d'être la seule voix à écouter. Déjà qu'il l'était avant, mais là, il va empêcher très concrètement le Premier ministre de participer à la conférence de presse. Conférence de presse qui existe depuis 1993. Donc ça fait depuis près de 30 ans qu'il y avait une conférence de presse lors de cette réunion. Et là, le Premier ministre ne pourra pas parler, et ne pourra pas parler, comme vous l'avez dit, ces prochaines années, à moins qu'il y ait des circonstances particulière. C'est dans le texte, c'est assez étonnant pour le noter. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire très concrètement qu'il faut que tout le monde soit sur la même ligne directrice que le président. Il ne faut pas parler des problèmes concernant l'immobilier, il ne faut pas parler des problèmes concernant la dette et il ne faut pas parler des problèmes concernant l'évolution des indices. Très important de le noter ici parce que on va voir quelle va être la réaction des investisseurs. Déjà qu'avant, ils n'y voyaient pas grand-chose et on avait vu, la baisse des indices était entre autres due par les injections et les interventions de l'État dans des sphères plus ou moins privées. Et là, ce sera complètement différent. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ici que si le message qui n'en sera pas un, fondamentalement, passe, eh bien, on pourra potentiellement voir les indices chinois continuer à progresser, ce qui pourrait être assez intéressant pour ceux qui ne parient pas sur un effondrement des indices. Et là, ce qui va être très intéressant aussi de noter, et ça c'est un petit truc qu'on peut se dire chaque année, c'est que le chiffre qui va nous être donné demain concernant la croissance chinoise qui devrait être autour de 5% cette année, je peux vous le garantir, Grégoire, ce sera le chiffre qui aura lieu, voire il sera peut-être un petit peu meilleur à la fin de l'année parce que, évidemment, il n'y a pas énormément de surprises de ce côté-là. Maintenant, ce qu'il faut aussi regarder, c'est s'il va y avoir des annonces, alors je ne pense pas, mais des annonces de nouvelles interventions du gouvernement, ce qu'on appelle la grosse Bertha, tout le monde l'attend, que le gouvernement prenne une certaine forme de panique et investisse à tout va beaucoup plus qu'il ne l'a fait avant. On va voir s'il y aura des annonces dans ce sens-là, mais malheureusement, ou peut-être heureusement s'il y a une maîtrise de la croissance future, ce ne sera pas fait.
Effectivement, on suivra ça et quand on parle de l'opacité chinoise pour des investisseurs globaux, c'est évidemment le fait qu'il n'y ait plus de conférence de presse du Premier ministre à l'issue de ce congrès. C'est aussi le fait qu'un grand nombre de statistiques qui étaient publiées jusqu'aux années 2010 ont complètement disparu des radars et qu'on n'a jamais aussi peu publié de statistiques provenant de Chine que sous le régime de Xi Jinping aujourd'hui, ce qui donne l'idée quand même d'une boîte noire pour des investisseurs globaux aujourd'hui. Merci beaucoup John. John Plassard avec nous pour ce rendez-vous du lundi dans Smart Bourse, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Le lundi consacré également à l'actualité américaine sur le front politique et sur le front économique. Et c'est notre rendez-vous, ce quart d'heure américain avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas en visioconférence avec nous. Bonjour Pierre-Yves, merci beaucoup. Ravi de redémarrer cette semaine à vos côtés pour évoquer l'actualité américaine. Je le disais en introduction, Chris Waller est donc ce gouverneur de la Réserve fédérale américaine qui aura gagné des galons au cours des 2 dernières années. C'est décidément l'homme qui monte au sein du board des gouverneurs. Pour le moment, tant que sa prise de position, son pari assez osé se vérifie, il est en train de marquer des points, mais attention, ses adversaires en tout cas ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord avec son approche et pensent qu'il a pris des risques, ne manquent pas de souligner, on va le voir, que le match n'est pas terminé. De quoi s'agit-il? Alors, est-ce que vous connaissez William Beveridge? Oui, alors je connais la courbe de Beveridge, donc j'imagine que c'est l'auteur de cette théorie sur la relation entre le travail et l'inflation. Ça n'est pas le nouvel arrière-droit de Manchester City. C'est un économiste britannique qui a formalisé la relation intuitive, d'ailleurs, entre les offres d'emploi non pourvues, relation inverse, avec le taux de chômage. Et l'interprétation de cette courbe, qui s'est vérifiée dans les travaux de William Beveridge dans les années 30 et dans les années 40, est employée depuis. Le problème, c'est que plus rien ne se passe vraiment normalement dans l'économie américaine avec la sortie du confinement, et que, pour revenir à lui, donc Christopher Waller a osé dire, début 2022, eh bien vous savez quoi, il y a tellement d'offres d'emploi non pourvues, le volume est tellement élevé, on était, je dirais de mémoire, au-delà de 12 millions, qu'il est probable que même une forte remontée des taux d'intérêt n'ait pas pour effet à moyen terme de relancer fortement le chômage. C'était un pari qui, pour l'instant, est un pari qui semble gagner, puisque le chômage aux États-Unis, en dépit d'un relèvement massif des taux d'intérêt depuis mars 2022, est autour de 3,7% et qu'on est dans une période toujours de quasi plein emploi. Ce pari a été adopté par Jerome Powell qui a dit banco, relevons les taux d'intérêt massivement, corrigeons ce qu'ils ne veulent pas admettre comme une erreur, mais ce qui apparaît tout de même comme un manque d'anticipation de la forte poussée de l'inflation. Pour le moment, ça marche. Le taux de chômage reste extrêmement faible, la désinflation est engagée et le nombre d'offres d'emploi non pourvues a baissé, encore qu'il n'est pas tellement baissé, il est même un petit peu remonté depuis quelque temps. Alors le match n'est pas fini, c'est ce que disent des gens tout aussi éminents que Christopher Waller. Je pense notamment à Olivier Blanchard, ancien professeur d'économie à MIT, ancien patron de la recherche économique au FMI. C'est ce que dit Larry Summers. Il avait d'ailleurs, avec M. Blanchard, publié un paper à ce propos en août 2022. Paper dans lequel il soulignait des erreurs probables, selon eux, commises par la Réserve fédérale dans ses calculs sur cette courbe de Beveridge. Pour l'instant, ils reconnaissent que Christopher Waller a tout bon, mais que le match n'est pas fini. D'abord, on a vu qu'au mois de janvier, on a eu des chiffres de l'inflation qui étaient un petit peu décevants. Alors attendons de voir ce qui va se passer en février. Et Christopher Waller, âgé de 64 ans, économiste du Minnesota, qui a enseigné l'économie à l'université de Notre Dame, dans l'Indiana, qui est un personnage qui a été choisi comme gouverneur par Donald Trump. Il y en a quelques-uns comme ça, Jerome Powell par exemple, qui, comme il semble avoir eu tout bon dans ce pari osé jusqu'à présent,
voit son étoile monter et on commence à mentionner son nom comme un éventuel successeur de M. Jerome Powell. Jerome Powell, dont le mandat en tant que président du Conseil des gouverneurs expire en mai 2026. Christopher Waller est un républicain et il a deux qualités très importantes chez les économistes américains. D'abord, il a beaucoup d'humour. Ensuite, c'est quelqu'un qui ne se cache pas systématiquement derrière des équations pour s'exprimer, mais c'est un professeur d'économie aussi. Il a beaucoup enseigné. Il enseignait sans notes, les mains dans les poches. Et c'est quelque chose qui a marqué ses étudiants et qui facilite la transmission du message de la Réserve fédérale, notamment au Congrès, mais aussi aux économistes et au public et aux marchés financiers. Vous avez vu que le dernier pari de certains économistes de Wall Street, je cite le chef économiste d'Apollo Global Management, Thornton Slock, qui est passé lui aussi par le FMI, grand économiste réputé, en tout cas économiste de marché. Le dernier call à la mode, c'est de dire que la Fed ne baissera pas ses taux cette année. Écoutez, si l'économie américaine continue de se porter aussi bien, Christopher Waller, dans son intervention il y a une quinzaine de jours, l'a dit, moi je veux encore quelques mois pour vérifier que l'inflation est bien en train de se calmer. Il est le premier à faire preuve de prudence, il est loin de crier victoire. La surprise de cette économie américaine en croissance de l'ordre de 3%, semble-t-il encore au cours des derniers mois, est quelque chose qui rend tout à fait probable de mauvaises surprises sur le plan d'inflation, ne serait-ce qu'un simple arrêt de la désinflation serait une surprise désagréable. Donc le match est loin d'être terminé et cela encourage beaucoup d'investisseurs à continuer d'acheter des obligations courtes qui vous produisent toujours du 5,3% plutôt que d'aller au-delà à 5, 6, 7 ans. Très bien payé pour attendre effectivement sur la courbe des taux aujourd'hui. Le CPI de janvier a été un peu plus inquiétant. Le corps PCE n'a pas franchement rassuré, donc les prochaines données d'inflation pour le mois de février seront évidemment des données toujours aussi importantes pour la Réserve fédérale américaine. Rappelons que cette semaine, c'est l'emploi qui sera à la une. On aura toutes les données d'emploi, les ouvertures de postes et le rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié ce vendredi pour le mois de février. Pierre-Yves, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Est-ce que c'est ce que pensent les démocrates du Sénat après que Mitch McConnell, le leader des républicains au Sénat, a annoncé son départ après l'élection de novembre? Mon Dieu, qu'il est détesté, Mitch McConnell, qu'il est détesté de la presse bien pensante, pléonasme que vous me pardonnerez, qu'il est détesté des démocrates. Et pourtant, il est respecté. Il est respecté par le président Biden, qui a été sénateur Biden pendant des années, qui connaît très très bien Mitch McConnell, qui dirige le groupe républicain au Sénat depuis 2007, mais qui a été élu sénateur de Kentucky en 1984. J'étais là, je m'en souviens. Mitch McConnell est une personnalité qui a 82 ans aujourd'hui et qui nous a annoncé la semaine dernière qu'elle renoncerait à son poste de leader du groupe républicain au Sénat en novembre, c'est-à-dire au terme des élections législatives de novembre. Alors c'est très très important, parce que Mitch McConnell était la plus grande personnalité républicaine élue d'autorité qui était ouvertement anti-trumpiste. Et le Parti républicain, qui est en train de se trumpiser massivement, pouvait encore se référer à Mitch McConnell, et Mitch McConnell est en train de vous annoncer qu'il va passer la main, ce qui nous ouvre la possibilité, en cas de victoire de Donald Trump le 5 novembre, d'avoir un parti républicain qui aurait non seulement la Maison-Blanche, mais probablement aussi, et je vais vous expliquer pourquoi, la majorité au Sénat, et qui serait un parti encore plus trumpiste qu'il ne l'est devenu depuis quelques mois, ce qui fait très peur aux démocrates et au New York Times, qui vont en venir à regretter Mitch McConnell, qui était un atlantiste, qui était un libre-échangiste, qui était un conservateur bon teint, mais sur lequel on pouvait compter, parce qu'en gros, c'était un réganien, ça n'était pas un populiste, et en cela, il s'oppose radicalement à cette nouvelle vague trumpiste des républicains. N'oublions pas que le 5 novembre,
un tiers du Sénat est renouvelé, 20 sièges de sénateurs démocrates doivent être renouvelés, mais 10 sièges de républicains seulement doivent être renouvelés. Or, sur ces 10 sièges, tous sont dans des États qui ont déjà voté largement pour Donald Trump il y a 4 ans. Tandis que pour les 20 sièges démocrates, ça n'est pas le cas. La marge de victoire de Biden dans ces États-là était très faible. Donc, les démocrates ont peur de perdre le Sénat et le renoncement de Mitch McConnell à son poste extrêmement important, où on a beaucoup de pouvoir quand on est président même de la minorité du Sénat, et encore plus quand on est président de la majorité du Sénat, cette vacance ouvre la possibilité qu'il se passe des choses au Sénat qui rendent le Sénat encore plus trumpiste. Oui, c'est d'une certaine manière ce que dit Mitch McConnell, c'est les Trumpistes l'ont emporté désormais au sein du grand parti, quoi. C'est, je dirais, à la fois une manière de tourner la page d'un point de vue idéologique, mais aussi de tourner la page d'un point de vue générationnel. La nouvelle génération de républicains n'est plus réganienne systématiquement par défaut, comme elle l'a été de fait depuis les années 80. Maintenant, les nouveaux républicains sont plutôt populistes et plutôt trumpistes. Qui pourrait succéder à Mitch McConnell? Il y a 3 John que l'on donne. 2 d'entre eux ne sont pas des trumpistes de la première heure, mais se sont ralliés à Donald Trump parce que ce sont des pragmatistes et qu'ils ont compris que Donald Trump faisait voter les gens pour les républicains et qu'on a besoin de Donald Trump pour se faire élire comme républicain aujourd'hui. Et puis, M. Barroso, qui est sénateur du Wyoming, lui est ouvertement trumpiste. Et donc, un de ces 3 John Cornyn, John Barroso et John Thune, pourrait succéder à Mitch McConnell dans des degrés de trumpisme plus ou moins affichés, mais d'autres successeurs sont possibles. Tim Scott, qui ne cesse de clamer les louanges de Donald Trump, qui est sénateur de Caroline du Sud, s'il n'était pas choisi comme colistier de Donald Trump, pourrait faire, aux yeux de Donald Trump, un excellent président d'une majorité républicaine au Sénat. Bon, l'emploi américain cette semaine sur le terrain économique et le Super Tuesday demain sur le terrain politique, bien sûr, même si je crois que tout le monde a un avis assez tranché sur qui sera le candidat républicain pour cette élection présidentielle. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain à retrouver en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.